Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Sacrée bonne femme, une série qui vous présente des personnages féminins un peu oubliés, dont le travail ou les actions ont marqué, influencé de façon durable leur métier, leur environnement, leur époque. Pour la première de ces dames, si je vous dis qu'elle a été contemporaine d'Isadora Duncan, la grande danseuse américaine, mais aussi de Gabrielle Chanel, et qu'un grand créateur comme Yohji Yamamoto dit qu'il est encore aujourd'hui à la recherche de son ombre. Vous voyez de qui je veux parler ? Un autre indice. Couper le tissu dans le biais et non le droit fil. Vous ne voyez toujours pas ? Bon, alors, sans plus attendre, découvrons la vie de Madeleine Vionnet. Elle est née en 1876 dans le Loiret, d'un papa gendarme à cheval et d'une maman dont on sait peu de choses car elle a quitté le foyer quand Madeleine avait 3 ans et n'est jamais revenue. La petite Madeleine a été élevée par sa grand-mère, puis elle a rejoint son papa à Aubervilliers. Elle est très douée pour l'école et passe haut la main son certificat d'études à 10 ans. Elle aurait dû continuer ses études, mais une couturière de l'entourage de son père fait remarquer que faire des études, cela coûte de l'argent et cela ne rapporte rien avant longtemps. Alors, Madeleine est retirée de l'école et rentre en apprentissage chez cette couturière. À l'époque, être apprentie, cela veut dire travailler de longues heures, y compris les week-ends, et voir son travail peu valorisé, même s'il est bien fait. Madeleine se marie à 18 ans avec un gendarme, et très vite elle a une petite fille. Comme elle travaille plus de 12 heures par jour, elle confie sa petite fille à la famille de son oncle. Et c'est le drame. La petite décède en nourrice alors qu'elle n'a que 9 mois. C'est sans doute l'élément déclencheur qui va changer le cours de la vie de Madeleine qui apparemment était toute tracée. Madeleine quitte son mari, son travail et s'embarque pour l'Angleterre. Elle n'y connaît personne et ne parle pas anglais. Mais tout vaut mieux que ce qu'elle a connu jusqu'ici. Elle trouve un poste de lingère dans un asile d'aliénés. Puis, elle rentre dans la succursale anglaise de la maison de couture de Jeanne Paquin. Comme elle a du métier, elle passe très vite première d'atelier. Elle a sous ses ordres 12 ouvrières. Elle est débauchée ensuite par Kate Reilly, une couturière de la bonne société anglaise, qui la charge des achats à faire à Paris. Elle va donc acheter des modèles qui seront reproduits chez Kate Reilly. Et c'est là qu'elle rencontre les sœurs Callot, qui tiennent une maison de couture très renommée à Paris. En 1900, elle rentre définitivement en France, embauchée chez Callot Sœurs. Elle dira plus tard, des sœurs Callot, qu'elles lui ont permis de vraiment aborder la couture avec la plus grande exigence de perfection. À l'époque, la clientèle de la haute couture se divise en deux. D'une part, les femmes de la haute bourgeoisie, du Gotha, des maisons royales, et de l'autre, les femmes libres, les demi-mondaines, les grandes horizontales, les courtisanes, que les grands de ce monde se doivent d'entretenir pour garder un certain standing. C'est à ces femmes libres que Madeleine va penser. Il faut savoir qu'à la fin du XIXe siècle, le corset est encore de rigueur dans la bonne société. Mais Madeleine le déteste et a toujours refusé d'en porter. Quand elle est débauchée par Jacques Doucet pour donner un coup de jeune à sa maison de couture qui s'endort dans le conformisme, elle bannit le corset, les gaines, bref, elle libère le corps de la femme. Et les femmes libres, dont la profession est de plaire, quitte à faire scandale, vont adorer ses créations. Des comédiennes comme Réjeanne ou Lantelme, des courtisanes comme Liane de Pougy, vont adhérer totalement
à sa vision du vêtement féminin, adapté au corps de la femme avec une élégance royale. Mais c'est sans compter les réticences des vendeuses de Doucet qui ne veulent pas vendre les créations de Madeleine à leurs clientes habituelles. En 1912, Madeleine Vionnet prend son courage à deux mains et décide d'ouvrir sa propre maison. Elle s'installe au 222 rue de Rivoli avec quelques ouvrières et des clientes qui la suivent car ses modèles sont uniques, révolutionnaires, avec cette fameuse coupe dans le biais du tissu. La maison Vionnet démarre sur les chapeaux de roue. Mais arrive la Première Guerre mondiale. La maison de couture est mise en sommeil en 1914. Madeleine part en Italie, mais continue à créer des modèles. Elle y rencontre Ernesto Michaele, plus connu sous le pseudonyme de Tayat, qui d'ailleurs lui dessinera le logotype de la maison Vionnet, qui rouvre ses portes à la fin de la guerre. Tayat viendra travailler pour elle quelques années en tant que dessinateur. À noter que Madeleine Vionnet ne s'est jamais souciée de la mode. Elle dira qu'elle est pour la sincérité du vêtement. Je ne fais pas de la mode, je fais des harmonies. Elle travaille directement sur un petit mannequin de bois articulé sur lequel elle applique de la toile de lin. Elle y travaille le tombé, les plis, les drapés. Elle crée ainsi des toiles qu'elle va confier par la suite à ses ateliers où les couturières vont en tirer un patron et l'adapter aux matières les plus précieuses, mousseline de soie brodée, satin, crêpe de soie, avec un savant découpage de pièces qui donne au final des vêtements comme des secondes peaux. 1923 est une année de bouleversements autant familiaux que professionnels. Madeleine perd son père de qui elle était restée très proche. La voilà donc totalement orpheline. Par ailleurs, elle déménage son entreprise dans un hôtel particulier au 50 avenue Montaigne pour faire face à l'augmentation significative de ses commandes. Alors qu'elle va présenter sa collection à la cour d'Espagne, elle fait la connaissance de Cristobal Balenciaga. Une amitié professionnelle et personnelle est née. Elle encouragera Cristobal Balenciaga, qui lance sa maison en France en 1932. Elle suivra son travail tout au long de sa vie. Les deux créateurs entretiendront une relation privilégiée, faite d'admiration et de respect mutuel, liée à leur amour commun du métier de couturier, ainsi que leur amour des matières. L'un et l'autre collaboreront avec des fabricants de tissus pour en créer de nouveaux. Madeleine obtiendra des soyeux de Lyon qu'il modifie la largeur des laits de tissu qu'il lui livre afin de faciliter ses créations coupées dans le biais. En quoi les innovations de Madeleine Vionnet sont importantes pour les femmes de son époque ? Première innovation. En libérant les femmes des contraintes vestimentaires du corset, qu'elle appelle appareil médical qui déforme le corps, elle les met sur le chemin de l'émancipation et de l'égalité. Elle connaît Isadora Duncan, une autre grande amoureuse de la Rome antique, qui elle aussi adore se perdre dans le département des sculptures antiques du Louvre, et qui au nom de la danse a rejeté le corset et toute entrave du corps pour danser pieds nus et drapés à l'antique. Deuxième innovation, dans l'arrière-cour de l'hôtel particulier qu'elle loue au 50 avenue Montaigne, Madeleine Vionnet fait construire un bâtiment de 7 étages qui va abriter les ateliers de couture. Les femmes qui y travaillent de longues heures auront droit à des chaises et non pas des tabourets comme chez les autres créateurs. Les apprentis qui entrent chez Madeleine Vionnet sont formés, et pas seulement en couture, mais en grammaire et en arithmétique. Les employés ont droit à des congés payés et des congés maternité.
Il y a également un médecin et un dentiste à demeure qui soignent gratuitement les employés. Il y a une garderie pour les enfants et enfin un réfectoire. Tout est gratuit pour les employés de la grande patronne, comme ils l'appellent. Et nous ne sommes qu'en 1923. Je vous rappelle qu'il faudra attendre juin 1936 pour que les salariés découvrent les congés payés. Enfin, troisième innovation, et non des moindres, la protection des créations. Madeleine Vionnet considère son travail de couturière aussi important qu'un travail artistique. Elle ne peut supporter d'être copiée effrontément par les grands magasins. Elle est la première à s'insurger contre ce vol de propriété intellectuelle. Elle veut défendre son travail de création ainsi que le savoir-faire déployé par les couturières de sa maison. Elle va donc intenter un procès contre ces contrefacteurs. Et elle va le gagner. Elle va mettre en place un véritable registre pour ses créations, faisant photographier chacun des modèles qui sort de ses ateliers devant un miroir à 3 faces, avec un numéro de série. Ces albums de photos sont désormais au Musée des Arts Décoratifs de Paris et constituent un patrimoine historique inestimable pour cette période. Sur chaque robe, elle fera également figurer une étiquette avec le logotype, sa signature manuscrite et son empreinte digitale. Gabrielle Chanel dira d'elle que c'est une sorcière, masquant mal sa jalousie quant au savoir-faire immense de Madeleine Vionnet. Cette dernière n'a pas besoin, elle, de se montrer dans le tout Paris pour que sa maison prospère. Au contraire, elle préfère travailler dans son bureau et ne sort quasiment jamais pour rencontrer des clientes. Exactement comme Cristobal Balenciaga. Ces deux-là se ressemblent pour beaucoup de choses. À l'orée de la Seconde Guerre mondiale, alors que la maison Vionnet est à son apogée, Madeleine sent que l'époque change et ne sera plus jamais la même. En février 1939, elle doit prendre la décision la plus difficile de son existence. Le bail des locaux professionnels arrive à expiration. Son associé, les Galeries Lafayette, devient majoritaire et souhaite qu'elle ne travaille que pour les magasins des Galeries Lafayette. Et elle a déjà 63 ans. La guerre gronde aux portes de l'Europe. Sa maison a déjà survécu à une première guerre mondiale. Mais cette fois-ci, l'issue en est moins certaine. La mort dans l'âme, elle décide de fermer définitivement son entreprise, non sans un terrible déchirement. Elle ne souhaite pas non plus que sa marque perdure au-delà de la fin de sa maison. Elle licencie tout son personnel et vend aux enchères tout le mobilier et les tissus. Les employés de Madeleine, frappés par ce coup de tonnerre, trouvent néanmoins quasi instantanément à se recaser dans les autres maisons de couture qui connaissent la qualité de leur travail. À partir de là, Madeleine mène une retraite active, enseignant sa technique de couture dans une école, apprenant le piano, continuant à faire des modèles, les montrant à son ami Cristobal Balenciaga auquel elle survivra 3 ans. Elle qui ne voulait pas être centenaire meurt à 99 ans. Si on peut dire qu'il existe actuellement une école Vionnet, c'est surtout parce que je me suis montrée une ennemie de la mode. Il y a, dans les caprices saisonniers, fugitifs, un élément superficiel qui choque mon sens de la beauté. Madeleine Vionnet est enterrée dans le Jura auprès de son père, dans le petit village de la Chassagne. J'espère que vous vous souviendrez d'elle, cette grande dame qui continue à inspirer des créateurs contemporains. C'était la première des sacrées bonnes femmes que j'ai plaisir à vous faire redécouvrir. À bientôt pour un prochain épisode.